La route nationale numéro 1, Koya-Mamou-Dabola, 375 km, est l'axe routier le plus pratiqué en Guinée. Selon certaines estimations, plus de 70% des gros porteurs qui naviguent entre Conakry et le pays profond passent par cette route. Sa reconstruction a suscité beaucoup d'intérêt chez les citoyens. L'État a débloqué des ressources humaines et matérielles nécessaires à cet effet. Mais sa mise en œuvre laisse à désirer. La qualité de l'infrastructure pose problème. Elle commence déjà à se dégrader alors qu'elle n'est même pas encore rendue. C'est le constat fait par certains citoyens, mais aussi la mission de contrôle, le cabinet Aegis qui supervise les travaux. Dans le rapport déposé au ministère des Infrastructures et des Transports, différents types de dégradations sont mentionnés. D'abord, le faïençage, qui est un ensemble de fissurations, de craquelures sur la surface des revêtements routiers. Ensuite, l'orniérage, qui désigne tout processus de déformation longitudinale de la chaussée caractérisé par un tassement de celle-ci. Elle se crée sous le passage répété des roues. L'orniérage est beaucoup plus présent entre Kindia et Mamou, en particulier sur les pentes raides. Le ressuyage, c'est ce genre de dégradation qui intervient lorsque le bitume a été utilisé de façon excessive lors du revêtement. Pourtant, en 2020, le directeur général de la mission de contrôle rassurait sur la qualité des travaux. On est là, nous, pour faire respecter à l'entreprise les spécifications du cahier de charge. C'est notre rôle essentiel. Donc, toutes les constructions sont faites conformément aux clauses techniques avec l'apport de la mission de contrôle. Donc, on essaie d'avancer conformément aux règles de l'art, en plus des clauses techniques, bien sûr, du marché. Nous-mêmes avions fait notre propre constat. Il commence à la sortie de Koya, au kilomètre 0 jusqu'à Mamou. En plus des dégradations signalées par la mission de contrôle, il y a de nombreux nids de poules de différentes dimensions à divers endroits. Ces trous béants sont visibles partout, tout au long du trajet Koya-Kindia. Des dégradations importantes sur une route réalisée il y a à peine une année. Incroyable. Des affaissements sont aussi signalés, ça et là. Des anomalies dues à un défaut de mise en œuvre selon des ingénieurs. Entre Kindia et Mamou, c'est un autre type de dégradation qui est palpable. Il s'agit de l'orniérage. Ces traits noirs sous la chaussée constituent des débuts de dégradation. Ils sont détectés même par des non-spécialistes. Au niveau des pentes raides, c'est pire. À la rentrée de l'INSAM, par exemple, la couche de roulement est quasiment arrachée. Nous avons échangé avec certains chauffeurs sur ces différentes dégradations précoces. Nous sommes dessus. À peine une année, la route commence déjà à se dégrader. On espérait mieux que ça. L'État doit prendre ses responsabilités.
Il reste beaucoup à faire. L'État doit agir maintenant. Il faut une solution urgente afin d'éradiquer ces dégradations précoces. Je ne peux pas dire que le travail est mal fait, mais nous constatons ces trous béants tout au long du trajet. Nous avons constaté ces différentes anomalies, mais le chantier est en cours. C'est pourquoi nous sommes sereins. Néanmoins, nous exigeons un travail de qualité. C'est notre patrimoine commun. L'infrastructure est de faible qualité. On espérait mieux que ça. On ne construit pas une route chaque année. Donc, l'État est interpellé sur ces dégradations. Je ne dirais pas que la CREF est là, mais la route est là. On ne peut pas faire une route. La route qu'on est en train de reprendre là, Koya Mamou, elle a fait 35 ans. Elle a été faite par Koché Ibodé Chaussée. Vous enlevez une route qui a duré 45 ans, 35 ans. Vous faites une route, vous n'avez pas quitté, les trous sont là. Mais c'est visible. Ceux qui doivent prendre les responsabilités doivent prendre les responsabilités pour ça. Si des profanes à la matière ont déjà détecté ces différentes dégradations prématurées, que dire des spécialistes? Notamment la mission de contrôle, le cabinet Aegis qui supervise les travaux. Ces ingénieurs ont été les tout premiers à constater et signaler ces différentes dégradations prématurées, ce depuis février 2022. On a constaté des dégradations prématurées de la chaussée pratiquement depuis le mois de février 2022, que ce soit sur les travaux réalisés en 2021 ou sur les travaux réalisés en 2022. Donc ces dégradations presque sont généralisées sur le long de la route et surtout dans les tronçons de grandes pentes là, surtout les pentes supérieures à partir de 4%. On a constaté ces dégradations de type ornirage, type fissuration, etc. Donc le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre public et le maître d'ouvrage nous ont confié une mission d'expertise, c'est-à-dire au cabinet Aegis, pas à la mission de contrôle. C'est une expertise externe, on peut dire, qui a été conduite par un expert chaussée en la matière. Donc il a passé 3 semaines avec nous, il a fait un ensemble des essais, etc., des investigations sur la route. Et puis, il a émis un rapport qui a été transmis à tout le monde. Ce rapport, donc le résumé de ce rapport, c'est que les dégradations de chaussées sont dues à, on peut dire, à 2 facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est le sous-dimensionnement de la chaussée, c'est-à-dire que la chaussée qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est une chaussée qui n'est pas adaptée au trafic du projet, qui a été calculé en 2018. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut le reconnaître quand même, c'est, comment dirais-je, l'augmentation du trafic, dû au trafic des miniers, essentiellement Simandou. Je dis bien essentiellement parce qu'il y a d'autres entreprises minières qui passent sur la route. Et à un certain moment, l'augmentation du trafic de Maliens. Pourquoi ces dégradations prématurées? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la conception et la réalisation des travaux? Cela nous amène naturellement à questionner l'étude de base dans un premier temps. Selon une de nos sources d'information, tout est parti de l'étude de base réalisée depuis plusieurs années par l'État guinéen. C'est une structure de chaussée souple qui était prévue. Faut-il le rappeler qu'une structure souple est composée d'une couche de fondation de 35 cm d'épaisseur de latérite, une couche de base de 30 cm et puis le bitume. Pas besoin de vous dire qu'une telle infrastructure ne tiendra pas longtemps dans les zones où la densité de la circulation est très élevée.
nous avons poussé notre curiosité pour en savoir davantage. Nous avons réussi à interroger des cadres du département des travaux publics au moment des faits. Selon l'un d'entre eux, en réalité, il n'y a jamais eu d'étude de base. Le projet a été monté à la hâte. Lorsque le président a eu l'accord de la Chine de le financer, à travers l'accord cadre des 20 milliards de dollars, les Chinois ont demandé à la Guinée de présenter un projet bancable. Nous avons fait une simple prospection sur le terrain. Les résultats ont été remis à l'entreprise pour faire le projet de contrat. Dans ce projet de contrat, il était prévu de faire une étude à l'avancement des travaux. C'est-à-dire, l'entreprise devait recruter un bureau d'études. Celui-ci devait travailler par tronçon. Lorsque les résultats de l'étude sont validés par la mission de contrôle, l'entreprise exécute les travaux. Ainsi de suite. L'information a été confirmée par cet ingénieur des ponts et chaussées. Actuellement à la retraite, Kalemodou Sané a gravi tous les échelons du ministère des Travaux publics, du magasinier au poste de secrétaire général. Je crois que vos informations doivent être justes. Effectivement, j'ai appris également que cette route-là a été engagée en travaux sans aucune étude préalable. Et ça, c'est dramatique pour une route. En notre temps, tout le temps que j'ai passé à la haute direction, je n'ai pas vu un chantier de cette envergure-là lancé, financé, sans étude détaillée de base. Étude correcte, étude géotechnique, pour déterminer à chaque niveau quelle est la nature du sol. Étude hydrologique, la pluie. Les ouvrages que vous concevez, les ponts et autres, doivent tenir compte des pluies. Des fois, nous, on tenait compte des pluies centenaires. Pour faire la route Kankan-Yelbakor, on a fait des recherches au niveau de la météo sur les 100 dernières années. La plus forte pluie des 100 dernières années, nous avons calibré les ponts en fonction de cette pluie-là. Donc, mais ici, Koya Kindia, il n'y a pas eu d'étude. Je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu pour qu'on lance un travail de 357 millions d'euros sur 350 et quelques kilomètres sans aucune étude détaillée. Pas étude géotechnique, pas étude hydrologique, pas étude hydraulique, même pas étude économique. Un projet de 355 km, 672 dallos, 39 ponts, parmi lesquels celui de Kolenté, qui fait 140 mètres linéaires. C'est le plus grand pont du projet. Des dizaines de kilomètres de caniveaux. Sur la route nationale numéro 1, pour un montant de 357 millions d'euros, engagé sans aucune étude préalable. Je dis, il y a des fautifs. Il y a quelqu'un qui a approuvé le contrat. Il y a quelqu'un qui a soumis le contrat. En toute connaissance de cause, on ne peut pas engager les travaux de construction d'une route aussi importante sans étude. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne peut pas faire une route qui reçoit 10 000 véhicules au bas mot par jour avec les mêmes paramètres que la route qui reçoit 100 véhicules par jour. Cette route de Mamou, surtout de la zone Koya-Kindia, devait être plus costaud que ça. À l'arrivée du CNRD au pouvoir, en septembre 2021, il décide de réévaluer certains projets en cours, notamment Koya Mamoun Dabola. Par exemple, sur le volet indemnisation des personnes touchées par le projet, un écart de 20 milliards de francs guinéens a été décelé entre le montant initialement prévu et celui qui était nécessaire. La révélation a été faite par le ministre de l'économie et des finances
devant le Conseil national de la transition. Depuis que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons décidé de réévaluer systématiquement les estimations des dédommagements. Et vous avez dû entendre parler. Si on prend la nationale RN1 de Koya à Dabola, sur un montant initialement budgété de 34 milliards, au fait, il n'était nécessaire que 14 milliards. C'est ce qui était nécessaire. Quand on a fait la réévaluation avec tous nos services, ce qui est sorti de la caisse de l'État, c'était 14 milliards. Mais on a trouvé des dossiers nous demandant de payer 34 milliards. Une surfacturation de 20 milliards de francs guinéens détectée uniquement sur le volet dédommagement des victimes du projet. Sur le tronçon Koya-Forekaria-Farmoria, le budget initialement prévu pour le dédommagement des victimes se chiffrait à 17 milliards de francs guinéens. Après réévaluation, l'État n'a débloqué que 8 milliards de francs guinéens, soit un écart de 9 milliards. Le pactole est si important que la nébuleuse faisait tout pour empêcher les nouvelles autorités à poursuivre les réévaluations. Maintenant, qu'est-ce que les gens essaient de faire? Ils essaient de nous empêcher de faire la réévaluation en faisant des remous, en mettant de la tension, pour que les estimations initialement effectuées soient ces estimations que nous payons. Nous avons des procédures d'appel. Vous ne convenez pas de ce que vous avez reçu, il y a une procédure d'appel. Vous venez, on prend votre requête en charge, une équipe spéciale se déplace, on va faire tous les examens. Mais puisque c'est un montant qui est fixé, qu'on ne peut pas changer par mètre carré, par arbre, par maison, donc si on convient du nombre d'arbres, si on convient du nombre de la superficie, vous ne pouvez que convenir sur le montant, puisque le montant est connu. Donc il y a ce processus que nous aimerions porter à votre connaissance pour dire que oui, nous allons nous assurer que les montants d'indemnisation soient budgétés et que les montants soient payés à temps une fois réévalués. Mais nous espérons que vous allez nous soutenir pour la réévaluation parce que l'écart est tel qu'on ne peut que réévaluer. Cette surfacturation est à l'origine de l'arrêt de nombreux chantiers routiers. C'est le cas du tronçon Lola-Danane, frontière avec la Côte d'Ivoire. Cela fera l'objet d'un autre élément. En ce qui concerne l'étude actualisée, dans les conditions normales, l'étude de base devait être actualisée avant le démarrage des travaux. Mais, vu qu'il n'y a même pas eu d'étude de base, l'entreprise s'est contentée des résultats de l'étude d'avancement réalisée par le bureau et validée par la mission de contrôle. Et ces résultats ont révélé que le trafic jour s'est au moins multiplié par 10. Il faut le souligner que cette tâche incombe à l'entreprise CRBC qui exécute les travaux, selon les clauses du contrat EPC qui le lie à l'État guinéen. Nous avons approché cet ingénieur des ponts et chaussées pour nous expliquer la nature et les caractéristiques techniques d'un contrat EPC. Le projet Koya Dabola, en passant par Kindia et Mamou, est dans ce qu'on appelle dans les négociations EPC. C'est un mot anglais dont la traduction en français veut dire ingénierie, approvisionnement et construction. Cela veut dire que dans les conditions normales de ce type de contrat, il y a deux personnes morales qui entrent en négociation et en collaboration. La première personne morale s'appelle le maître d'ouvrage. Ça, c'est la Guinée, c'est la partie guinéenne.
Sa charge, c'est de définir tous les termes de référence, c'est-à-dire les spécifications techniques et fonctionnelles de la route à faire. Est-ce que c'est une route 2 fois 2 voies? Est-ce que c'est une route des réseaux? Alors, on voudra que les choses soient comment? C'est-à-dire l'intensité future de circulation. Au ministère des Infrastructures et des Transports, en principe, il y a des structures là-bas qui sont censées avoir la banque des données. Autrement dit, que des études préliminaires soient faites pour déterminer les caractéristiques de toutes les routes existantes et quels sont les besoins à apporter pour leur amélioration. Donc, l'intensité future devrait nous permettre de savoir que la structure devrait être beaucoup plus dense. Et on a vu que dans cette spécification technique, on a décidé que tous les ouvrages soient repris, tous les grands ouvrages soient repris, tous les ouvrages d'ailleurs. Mais dans cette spécification technique et fonctionnelle que le maître d'ouvrage doit avoir en sa possession et soumettre pour faire la conception du projet par le partenaire, je pense que de ce côté-là, le maître d'ouvrage qui s'appelle la Guinée n'a pas bien rempli sa fonction. Maintenant, le second partenaire qui s'appelle le contractant EPC, c'est la partie chinoise, particulièrement l'entreprise qui réalise CRBC. Et que son rôle est fondamental. C'est non seulement la conception, c'est l'approvisionnement, c'est vraiment la mise en œuvre. Son rôle est si important que c'est toujours bénéfique quand c'est bien fait pour la partie A qui s'appelle le maître d'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un projet clé en main. Toutes les responsabilités, je dis bien toutes les responsabilités par rapport au projet incombent au contractant, à l'entreprise qui réalise. En principe, l'entreprise chinoise a des comptes à rendre. Mais est-ce qu'on leur a dit de faire la conception, en fonction des données de base telles que la société devrait être en société souple, très souple? Est-ce que c'est ce qui a été dit? Si c'est le cas, alors là, la partie A a quelques remords à se faire. Donc, le projet EPC est très important. Si toutefois la partie A, le maître d'ouvrage, franchement, tient compte de son intégrité, de sa haute responsabilité, de vouloir réaliser ce qui est en sa faveur, mais très tôt, des personnes comme moi avaient signalé ce défaut-là. Et plus tard, tout le monde en a parlé. Donc, l'étude de base devait être actualisée avant le début des travaux. Mais tel n'a pas été le cas. La mission de contrôle, le cabinet Aegis, a vu le danger venir. Elle a lancé des alertes, mais rien n'y fait. Toutes les mises en garde de la mission de contrôle ont été ignorées. Il y a donc un défaut de conception du projet. La structure souple de la chaussée proposée et validée en 2018 n'était pas adaptée au type de trafic sur le tronçon. L'État guinéen, représenté par le maître d'ouvrage, qui est le ministère des Travaux publics, et l'administration et le contrôle des grands projets ACGP le savaient, mais n'ont rien fait. La mission de contrôle l'a dénoncé dès le départ, mais elle n'a pas été écoutée. Toutes ces mises en garde ont été systématiquement ignorées. Je peux répondre donc simplement à cette question pour dire que la conception de ce projet, c'est-à-dire les études, ont été confiées à l'entreprise. L'entreprise qui a un marché EPC avec l'État. Donc c'est elle qui doit mettre en place les études.
et les travaux. Donc, en résumé, c'est l'entreprise qui est responsable de la conception et des travaux. Mais le maître d'ouvrage, en jugé nécessaire, maître d'œuvre public, c'est-à-dire la CGP, en jugé nécessaire que demanda-t-il le contrôle de ces études et la validation des études à un bureau de contrôle qui est le nôtre, qui est GIS. Donc, et depuis le démarrage de ces études en 2017, nous, on a cessé de réclamer que la structure de chaussée qui est en cours qui a été conçue par l'entreprise et qui sera mise en œuvre, c'est pas une structure adaptée au trafic des chantiers, des projets plutôt. Est-ce que vous avez mentionné ça? Oui, ça a été mentionné dans plusieurs rapports, etc., adressés à l'administration. Mais en fin de compte, le maître d'ouvrage, il a pris sa décision en avril 2021, tenant compte de plusieurs facteurs, dont le facteur financier. Parce que si on va mettre une structure bitumineuse épaisse, comme on l'a recommandé, ça engendre des surcoûts qui peuvent arriver même jusqu'à 170 millions d'euros. Donc c'est pour cela que le maître d'ouvrage, tenant compte de ces facteurs, il a accepté la proposition de l'entreprise, mais il a responsabilisé l'entreprise sur la pérennité de l'ouvrage en lui demandant de construire des postes de pesage et la conclusion d'un contrat de gestion de la route pour une durée de 15 ans, afin qu'elle assume les responsabilités de la conception qu'elle a défendue par tous les moyens. L'entreprise aussi savait que la structure qu'elle a proposée était inappropriée. Mais elle a quand même continué à exécuter les travaux, avec la complicité de l'État guinéen. Lorsque je pose la question, le représentant de CRBC tente de noyer le poisson. Vu la nature du contrat qui vous lie à l'État guinéen, vous avez un contrat EPC. Vous saviez que la structure là est souple, elle ne tient pas. Pourquoi vous avez accepté de continuer de travailler? 这个我就确实不太清楚这个问题了，因为这个你要跟他说一下吧。这个问题的话我也不太清楚，因为这个牵扯的是合同协议相关的东西。那我是自然工程师这块，我只负责这个，你跟他说一下。这个问题我确实不太清楚。Simplement un ingénieur sur chantier, il ne connaît pas trop de détails sur cette question. Jusqu'à date, l'entreprise réfute toute responsabilité de ces dégradations prématurées. Elle accuse plutôt les surcharges. De comportement inconvenable de certains chauffeurs qui circulent sur notre route. Par exemple, ils réparent leur véhicule directement sur la route en posant les kicks. Et ça va dégrader notre route. De toute façon, l'entreprise va faire des efforts pour finaliser la route avant la prochaine saison sèche. 这个的话，我们也是完全按照我们那个政府和业主的一个指令啊，对于这个后续道路的一个施工的一个方案，包括什么的，我们完全按照业主的要求去进行一个。Pour le moment, l'entreprise est en train d'attendre la décision finale de notre maître d'ouvrage. Si après le maître d'ouvrage il choisit une structure finale, on va appliquer cette structure finale pour le mettre en œuvre sur chantier. Et en tant qu'entreprise, on espère que le gouvernement guinéen il peut mettre en place un système de contrôle de surcharge sur l'ensemble de la route. Et on espère que tous les chauffeurs qui empruntent cette route, ils peuvent conscient de la protection de cette route importante aussi. Aujourd'hui, il y a des discussions qui sont entre le gouvernement, l'entreprise et la mission de contrôle par rapport à une structure renforcée. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'à votre avis, c'est l'entreprise qui doit prendre entièrement la facture ou c'est l'État ou est-ce que ça doit être partagé? 这个我也不太，这个现在之前这个话我也不太清楚，非常抱歉这个问题，我确实不，这个我咋回答？你跟他说一下。Il ne sait pas comment répondre à cette question. Toutes nos questions sur les défauts de conception, de mise en œuvre, de dégradation prématurée ont été ignorées par notre interlocuteur, feignant qu'il n'est pas habilité à y répondre.
2 jours plus tard, le téléphone crépite. Au bout du fil, l'interprète de l'entreprise CRBC. Elle a des précisions importantes à nous donner, dit-elle. Allô, monsieur So. Oui, bonjour madame. Bonjour, Ça va, merci, et vous? Oui, ça va, merci. D'accord. Le samedi dernier, vous nous avez déposé une question en demandant si le gouvernement guinéen il mettra en place une nouvelle structure de chaussée. C'est qui va prendre en charge de ses frais? Oui, c'est effectif. Oui, on peut vous répondre clairement. C'est le maître d'ouvrage qui doit prendre en charge de ses frais. D'accord, et pourquoi? Selon les articles contractuels de notre contrat commercial, il a bien défini que pour les frais supplémentaires dépassant le montant initial du projet, c'est le maître d'ouvrage qui doit chercher les ressources financières. Si vous voulez, je peux vous lire un peu les articles contractuels. Allez-y. Article 15, modification du marché. Aucune des deux parties ne peut modifier à elle seule le contenu du présent marché. Toute modification doit être négociée en formant un avenant par écrit et approuvé par les deux parties. Pendant l'exécution du présent marché, en raison des exigences du maître d'ouvrage ou pour des raisons techniques, toute modification des études et des quantités des travaux fera l'objet d'accords mutuels par écrit entre les deux parties. Les montants et les délais correspondants des travaux devront être ajustés. Et encore, l'article 16,4 de CCAG, il a stipulé lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par l'autorité contractante. Cette décision de poursuivre n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis. D'accord. Madame, l'autre question est celle de savoir, sachant que c'est un contrat commercial EPC qui vous lie avec l'État, qui vous lie à l'État guinéen. Dès le début, la structure de la chaussée, une structure souple, vous saviez que cette structure, vu la densité de la circulation, n'allait pas tenir. Pourquoi vous avez préféré continuer à faire des travaux, sachant que ça n'allait pas tenir? Monsieur So, puisque le montant de ce projet, ça c'est limité, et le maître d'ouvrage, pour le moment, il n'a pas pu de prendre en charge les frais supplémentaires. C'est pourquoi on a retenu la structure souple pour le moment. Mais quand le maître d'ouvrage il décide de mettre en place la structure souple, il a dit que la condition c'est qu'il prend les dispositions pour contrôler la surcharge de la route. Mais maintenant, la surcharge des poids lourds n'a pas été contrôlée sur l'ensemble du chantier. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a des dégradations prématurées. Pour en savoir davantage, nous avons tenté d'avoir la version des faits des anciens ministres des Travaux publics qui ont géré ces projets rocambolesques. D'abord, Oumou Kamara, qui a signé le contrat. Ensuite, Moustapha Naïti, Kadjatou Emily Diaby et Yaya So. Personne d'entre eux n'a répondu favorablement à notre demande d'interview. Les experts sont unanimes. Une route mal exploitée ne peut avoir longue vie. À ces défauts de conception et de mise en œuvre s'ajoutent d'autres facteurs très importants. Il s'agit de la multiplication du trafic sur cet axe majeur du réseau routier guinéen. La société qui exploite les mines de Garafiri, le clinker à Sougueta,
les sociétés aurifères de Dingraï et Sigri, ceux qui assurent la liaison avec Bamako. Toute cette armada de gros porteurs s'est greffée à cette route alors qu'elle est en construction. Le ministre des Travaux publics d'alors, Moustapha Naïté, avait pris un arrêté pour interdire aux miniers d'utiliser la route. Malheureusement, cet arrêté a fait long feu, dans la mesure où il n'y avait pas d'alternative. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont unanimes. L'infrastructure routière est un patrimoine à protéger et à entretenir. Sa mauvaise exploitation entraîne sa dégradation prématurée. La mauvaise exploitation d'une route implique plusieurs facteurs, parmi lesquels la surcharge à l'essieu et le PTAC, c'est-à-dire le poids total autorisé en charge. Pour lutter contre la surcharge et réprimer les réfractaires, l'État guinéen avait signé un contrat de concession de 15 ans avec l'entreprise Afrique Paysage Guinée. Elle devait être appuyée par une brigade de la gendarmerie. 12 postes de paysage devaient être installés à la sortie des plateformes et aux frontières. Non seulement tous les postes n'ont pas été installés, mais ceux qui avaient commencé à fonctionner sont tous à l'arrêt, à l'image de celui-ci, à la sortie de Manaya. Il est totalement abandonné. Les installations en ruine. L'endroit est devenu un terrain de stationnement pour les gros porteurs. Dans le contrat EPC, signé avec le CRBC, 6 postes de paysage devaient être installés sur le tronçon. Les plans d'exécution de ces postes de paysage et péage sont déjà transmis au ministère des Infrastructures et des Travaux publics sans suite. J'ai appris que l'État guinéen a pris une note pour que vous puissiez entretenir la route pendant 15 ans. Est-ce que c'est vrai? Monsieur So, en validé la structure souple, le maître d'ouvrage il nous a écrit un courrier en disant qu'il est tombé d'accord qu'on met en place la structure souple, mais à condition que le maître d'ouvrage doit mettre en place le système de contrôle de surcharge. D'accord. Et il dit que l'entreprise doit construire les postes de pesage et de péage sur l'ensemble du tracé. D'accord. Pour ça, nous avons déjà transmis le plan d'exécution de ces postes de pesage et de péage au maître d'ouvrage. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu un retour. À noter aussi que pour la construction de postes de pesage et de péage, ça c'est les constructions hors de notre contrat commercial. Donc, les frais sera pris en compte séparément. Les plans d'exécution, nous avons soumis à l'avis du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il a tous ces détails. Maintenant, on attend leur retour. C'était prévu 6 stations de pesage et de péage le long de la route, donc à Koya, à Kindia, à Mamou et à Daboula. Comme vous le savez, la route elle est en cours d'exécution. Normalement, il y a une réception provisoire qui doit être déclarée à la fin des travaux, c'est-à-dire au mois de juillet 2023. Si vraiment les dispositions ne seront pas prises avant cette date-là pour mettre en place les stations de pesage et de péage et puis la conclusion d'un contrat avec de concession de la route, là, automatiquement, d'après les calculs, d'après les vérifications techniques, purement techniques, on ne rentre pas dans les autres détails, donc la route, elle ne va pas tenir. Ça, c'est indiscutable. Le déversement des produits pétroliers, huile de moteur et gasoil sur la chaussée accélère sa désintégration, selon cet ingénieur. Quand vous parlez aussi que c'est sur la chaussée qu'on transforme comme garage, où il faut réparer le moteur, il faut même faire déjà quelquefois le moteur, avec toutes les huiles qui suintent et les carburants,
qui sont des produits dérivés relativement de la même origine que le bitume, cela veut dire que leur réaction, leur mariage va continuer. Cela veut dire que le bitume va perdre sa viscosité. Quand ça perd sa viscosité, donc ça tend vers le liquide parfait, c'est-à-dire ça devient très élastique, très plastique. Ça veut dire que ça ne peut pas faire une bonne prise maintenant avec le gravier, avec les agrégats gravier, sable, filière qui constituent les agrégats du béton bituminé. Alors que le béton bituminé ici, le bitume a le rôle de liant. On l'appelle ici liant hydrocarboné. C'est pour lier les graviers là entre eux, à cause de leur résistance à la compression. Donc, qui s'oppose franchement aux forces de pression qui entraînent vraiment cette contrainte composée qui s'appelle la compression et la flexion. La traction et la compression qui entraînent alors ce mouvement composé, cette contrainte composée qu'on appelle la compression et la traction. Donc les fibres d'en bas s'étirent. C'est à cause de ça que vous allez voir des fissures qui commencent d'abord en bas. Il y a aussi l'usage des kirks qui détruit l'ensemble des structures de la route jusqu'à la dernière couche, explique cet ingénieur des ponts et chaussées. Sur une surface d'empattement de 20 cm x 20 cm, c'est énorme comme charge par rapport alors, à la décharge, c'est-à-dire la chaussée. Quand cela arrive, on ne dit pas ça, la pression, simplement, on l'appelle le poinçonnement. C'est-à-dire comme si ça piquait la chaussée. Le poinçonnement est très préjudiciable à la chaussée. Et quand ça se fait à plusieurs endroits, c'est comme si vous pilonnez vraiment la chaussée. Ça ne peut pas résister. Dès que ça se perfore d'ailleurs et que les eaux s'invitent dans ça, malheureusement, ça aussi, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire les eaux pénètrent, ça devient comme un entonnoir. Et la route n'a pas été faite pour ça. La mauvaise exploitation de la route implique aussi le stationnement anarchique. À l'Insam, par exemple, la ville s'est carrément délocalisée. En amont de la contournante, des boutiques, bars et restaurants sont visibles partout. Tout au long, des gros porteurs ont transformé la chaussée en des aires de stationnement. Les excès de vitesse, le manque de concentration et l'inattention des chauffeurs sont également à déplorer. Ils sont les principales causes de nombreux accidents de la circulation aux dégâts humains et matériels terribles. Maintenant, des fois, on a monté un chauffeur parce qu'il nous quitte à position Certains chauffeurs sont imprudents. Nous devons faire attention. La circulation est très dense. Même si la route est large, nous devons rouler doucement. Ce que moi je veux dire avec les chauffeurs, vraiment, aller doucement. Aller doucement parce que la route là, les gens qui sont habitués pour rouler les routes mauvaises. Bon, si il a vu maintenant la route maintenant, il est devenu bon, vraiment, il va aller n'importe comment. Ça, c'est pas bon. Il va aller doucement. S'il a allé doucement, nous tous, vraiment, on va content. Parce que même l'accident là, ça va diminuer. Le camion là, il est en train de descendre. Il y a un camion qui est arrêté à côté là-bas. Bon, maintenant, lui, il est en train de venir. Bon, les descendre là, c'est long. Bon, dès qu'il est venu, maintenant, les freins là, c'est un peu chauffé. Bon, le moment là, s'il y a un camion qui est gâté comme ça là, c'est jusqu'au goudron. Bon, s'il y a un autre camion qui est en train de monter, les deux camions là, ça ne va pas rentrer ensemble. Maintenant, l'autre là, maintenant, il a appuyé les freins, appuyé, le camion là, il n'arrête pas. Parce que ça ne peut pas arrêter, parce que tous les pneus là, c'est chauffé. C'est pour cela le camion là, il est tombé. Bon, vraiment, ça aussi, c'est-à-dire que ce que moi je veux dire avec les gens, c'est le camion qui est en panne comme ça, on aura tout possible là, pour que le camion là, ça va réparer vite, pour que ça va quitter, pour que les gens
il faut que ça va empêcher trop. Autre source d'inquiétude, au niveau des remblais, ce sont ces ravins qui donnent des vertiges. Ils pourraient être à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Mais la mission de contrôle rassure que des travaux de finition sont prévus à ces endroits. Là où il y a des remblais importants, des GBA, c'est-à-dire des glissières à béton armé, seront placés, à l'image de celle-ci. Des glissières métalliques au niveau des remblais moins importants. Des mêmes travaux de finition seront effectués sur ces ouvrages d'art. Actuellement, leur franchissement est inconfortable pour les usagers. Il y aura une couche d'étanchéité, un genre de feuillage imperméable sur le tablier avant de faire passer l'enrobé. L'étanchéité protégera des ferraillages de l'ouvrage de l'eau. Par ricochet, la corrosion. Selon le responsable de la mission de contrôle, ces ouvrages ne devraient pas être ouverts à la circulation avant la fin des travaux. De nombreuses réserves ont été formulées par la mission de contrôle, mais elles n'ont pas été prises en compte. Quand même, il y a des effets. Parce que même si c'est les camions qui viennent de la baie... Une structure semi-rigide qui est caractérisée par la couche de fondation en latérite. Une autre couche, cette fois-ci sous forme de béton pour éviter les remontées capillaires. Ensuite, du grave bitume de 10 cm. Et enfin, la couche de roulement en béton bituminé. C'est cette structure qui devait être appliquée jusqu'à Mamou, vu les charges et la densité de la circulation. Mais, selon un autre cadre du ministère des Travaux publics, la structure semi-rigide ne devrait être appliquée que sur les pentes raides. À ce propos, il y a eu une discussion houleuse entre la mission de contrôle, l'entreprise et le maître d'ouvrage. CRBC était catégoriquement opposé à une structure semi-rigide au niveau des cols. Et le maître d'ouvrage, Moustapha Naïté, ministre des TP d'alors, s'était rangé du côté de l'entreprise. Le responsable de la mission de contrôle ne nie pas cette information, même s'il reste prudent. On a contesté la structure de chaussée depuis 2019. On a les rapports, etc. Le maître d'ouvrage, au mois de janvier 2021, il a demandé à l'entreprise de lui faire des propositions techniques convenables et de faire une évaluation financière de ces propositions. Ça a été fait et ça a été présenté au maître d'ouvrage en janvier 2021 et il y a eu des discussions, des échanges, etc. En fin de compte, le maître d'ouvrage, tenant compte, comme je vous ai dit, des paramètres financiers, il a décidé de mettre en œuvre la structure de chaussée proposée par l'entreprise, moyennant, bien sûr, les mesures que je vous ai citées tout à l'heure, à savoir les stations de pesage et la conclusion d'un contrat de concession de la route. Nous avons échangé aussi avec cet autre interprète de l'entreprise sur la question. En sa qualité d'interprète, il assiste à beaucoup de réunions restreintes. Des réunions au cours desquelles de nombreuses questions qui fâchent sont débattues. Il peut y avoir aussi des problèmes entre la société et des fois la mission contrôle. Mais comme je vous ai dit, on parvient toujours ensemble avec la mission contrôle à trouver des solutions pour ces petits problèmes-là. La société peut approvisionner par exemple de la latérite, la terre qu'on met sur la route. Des fois, il peut y avoir que ce n'est pas de la bonne qualité. Mais comme nous travaillons avec la mission contrôle, dès qu'il y a ces petits problèmes, directement on trouve solution et on parvient à changer ce qui n'est pas bon. Donc ce sont quelques petits problèmes que nous pouvons rencontrer sur le chantier. À part le problème de latérite, quel autre problème on rencontre au niveau de la qualité des travaux?
Au niveau de la qualité de travaux, je dirais que notre sous-section ici, je dirais qu'il n'y a pas assez de problèmes. Malgré que je vous ai dit, il y a toujours des petits problèmes, mais il n'y a pas de problème de nature à affecter la qualité des travaux sur la route. Donc, globalement, je peux dire que pour le moment, tout va bien. Vous participez souvent aux entretiens, aux différentes réunions entre la société, la mission de contrôle, la société et l'État, oui, qui est représenté ici par le ministère des Travaux publics. Oui. Il y a souvent dans ces entretiens, il y a des échanges sur les travaux, la qualité des travaux. Bien sûr. Donnez-nous quelques informations, des détails auxquels vous avez assisté. Bon, des fois, comme vous l'avez dit, lors des échanges, il y a des fois des questions qui sont soulevées qui sont en rapport avec la qualité des travaux. Parce que la mission contrôle est là, la mission contrôle tient à ce que les travaux soient bien réalisés sur le terrain. Et l'entreprise aussi est là pour exécuter ces travaux-là. Donc forcément, il doit y avoir des fois quelques erreurs, je peux dire comme ça, malgré que des fois, ce n'est pas eux aussi à leur faute, mais c'est dû des fois, par exemple, à la qualité de la machine, ou par exemple le conducteur qui manipule, ou bien la compréhension entre le chinois qui est sur le terrain, qui guide le conducteur, parce que je vous ai dit, il y a des fois l'incompréhension au niveau des langues. Donc ceci peut amener des fois à quelques dérapages. Et lors des échanges, il peut y avoir des débats houleux, mais par finish, on parvient toujours à trouver la solution. Notamment sur la qualité des travaux, vous n'êtes pas sans savoir puisque vous êtes sur le terrain. Là où le bitume est déjà fait, on constate certaines dégradations. Est-ce que vous avez assisté à des échanges où on parle de ces dégradations et qu'est-ce qui a été dit? Bon, pour le moment, je n'ai pas assisté à un débat qui concerne la qualité de ces goudrons qui sont déjà mis. Mais moi-même, j'ai constaté, parce que tous les jours nous sommes sur le terrain, et de ce que j'ai appris avec les chefs avec lesquels je travaille, il va y avoir une solution pour ces parties-là qui sont dégradées. J'aurais appris, je ne sais pas si c'est confirmé d'abord, il doit y avoir une autre couche qui doit revêtir cette première couche pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses à l'avenir. Voilà, il y a l'autre encore qui vient donc... Vu que sur les cols ou sur les pentes raides, les gros porteurs roulent le plus souvent sur la première, la mission de contrôle, le cabinet Aegis, avait fait des propositions, des suggestions à l'entreprise, c'est-à-dire de faire des voies lentes. Une voie lente au niveau de chaque pente raide. Comme ça permet aux gros porteurs de libérer l'axe principal et d'emprunter cette voie lente. Ensuite, l'entreprise, la mission de contrôle, avait proposé des aires de stationnement. Comme ça, pour tout besoin ou en cas de panne, les gros porteurs ou tous les autres véhicules peuvent libérer l'axe principal, aller sur ces aires de stationnement, réparer leur engin et reprendre la circulation. Parce qu'on sait qu'en réparant les engins, en descendant les moteurs, le plus souvent, l'huile de moteur ou le gasoil se déverse sur la chaussée. Et c'est quelque chose qui est très toxique, qui est très nuisible pour le béton bitumineux. Ces différentes suggestions ont été refoulées par l'entreprise. Elle estime que si la structure de la chaussée doit être changée, il fallait aussi augmenter le montant. Donc, casser le contrat. Ils ont présenté un devis de 100 millions d'euros supplémentaires, selon une de nos sources d'information. Les négociations ont duré plus d'une année, sans succès. Pendant ce temps, les bouchons se multipliaient sur cette route nationale, notamment à la sortie de Koya. C'est ainsi, selon une autre source, que le ministre des Travaux publics d'alors, Moustapha Naïté, a proposé une structure de chaussée pour les 5 premiers kilomètres à la sortie de Koya. Celle-ci devait permettre d'accélérer les travaux à ce niveau afin de sortir des bouchons permanents. Le dernier rapport de la mission de contrôle déposé auprès du ministère des Travaux publics a fait l'effet d'une bombe. Pendant que l'État et l'entreprise tergiversent sur des mesures correctives à adopter, la mission de contrôle a fait une descente sur le chantier. Elle a inspecté tous les travaux réalisés. Les résultats du rapport sont plus qu'alarmants.
des dégradations prématurées dues à plusieurs facteurs sont constatés. La présentation de ce rapport a fait l'effet d'une bombe chez les décideurs. Des réunions se sont multipliées jusqu'au sommet de l'État. L'amateurisme, l'irresponsabilité et la cupidité du maître d'ouvrage vont certainement coûter aux contribuables guinéens une enveloppe supplémentaire qui varie entre 100 millions et 150 millions d'euros. Les réunions se sont multipliées entre les différentes parties. D'abord avec Yaya Sow, avant son limogeage. Ensuite avec l'équipe actuelle, à 3 reprises. Toujours pas d'issue fiable. L'entreprise et le maître d'ouvrage se rejettent la responsabilité. Personne ne veut endosser la facture supplémentaire. Pas de décision jusqu'à maintenant, c'est toujours en cours d'examen par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre public, y compris tout le gouvernement, parce que c'est un sujet donc, très délicat, c'est un sujet très sensible. Donc la décision n'est pas encore prise, c'est en cours d'examen je peux dire par l'administration Grand A. Globalement, les discussions, donc les propositions de remède qu'on a proposées ou les solutions de remédiation qu'on a proposées sont acceptables, sont jugées acceptables par tout le monde, y compris par l'entreprise. Mais toujours, c'est l'aspect financier qui revient, parce que pour la mise en œuvre de ces solutions de remédiation, il y a un surcoût pareillement. Et j'espère bien que des solutions de remédiation soient prises le plus tôt possible afin de les mettre en application, garantissant ainsi la pérennité de la route. Parce qu'il est vraiment, ça sera très regrettable que la route soit réalisée avec tout l'investissement qui a été mis en place, tous les dégâts qui ont été causés pour la population, etc. Et qu'en fin de compte, on réalise une route qui ne va pas tenir pour la durée du projet escompté. Il est évident que le cabinet Aegis a dénoncé la structure de la chaussée dès le départ. Il a multiplié les rapports de mise en garde, mais il n'a pas été écouté. Malgré tout, certains spécialistes estiment qu'il devait rendre le tablier. Une mission de contrôle ne peut pas cautionner, se contenter de faire seulement des couilles à l'administration pour dire que le travail n'est pas bien fait. Si l'administration ne suit pas vos conseils, vous rendez le tablier. Nous avons posé la question à Mohamed Saed. On a joué notre rôle de conseil au maître d'ouvrage, maître d'œuvre public. On a bien joué ce rôle-là. On était ferme là-dessus, on a dit que la structure n'est pas bonne, il faut mettre une structure adaptée au trafic, etc. Et on a fait tout ce travail-là en toute professionnalisme, sans aucun problème. Maintenant, le maître d'ouvrage, il a décidé autrement. Nous, on est disciplinés. On est là avec... on travaille pour le compte de l'administration. On nous a dit de faire ça. On accepte de le faire, mais on l'a contrôlé conformément aux règles de l'art. C'est-à-dire, par exemple, si on met une couche de bébé, d'enrober on doit contrôler que tous les matériaux sont conformes, la mise en œuvre est conforme, etc. C'est ça notre rôle. On l'a fait sans aucune discussion. Mais le reste, donc démissionner ou prendre une autre décision, ça vraiment, ça relève pas de mes compétences en tant que chef de mission. Moi, j'exécute les ordres des maîtres d'ouvrage, on donne tous les conseils qu'on nous demande, etc. Après, le maître d'ouvrage, il est souverain, il prend les décisions qui lui conviennent en fonction de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs que peut-être moi je ne maîtrise pas. Pour rappel, les travaux sur ces tronçons ont démarré en mai 2019. Le délai contractuel initial était prévu pour le 28 février 2022. À cette date, le niveau d'exécution des travaux avoisinait à peine 50%. L'accusé parfait, c'est bien sûr la Covid-19. Une prolongation de 16 mois a été accordée à l'entreprise. Ce délai supplémentaire doit prendre fin normalement le 31 mai 2023. À date, le niveau d'avancement des travaux est estimé à 73%, c'est-à-dire 226 km réalisés sur les 355 km. En attendant que l'État et l'entreprise ne s'entendent sur les mesures correctives à faire, penchons-nous sur les conditions de vie et de travail des ouvriers du chantier. Des ouvriers
qui travaillent dans des conditions pénibles, selon des témoignages recueillis sur le terrain. Les ouvriers se plaignent de leurs conditions de vie et de travail. À Kollente, les travaux de terrassement sont en cours. Les ouvriers exercent sous ce soleil de plomb, avec des nuages de poussière. Ils n'ont ni chaussures, ni casque de sécurité. Je travaille sur les drapeaux, c'est très risquant. On risque notre vie ici. CRBC, on risque notre vie ici. Vous voyez, même d'abord, ce que vous constatez, même un simple bavette pour la poussière, on n'a pas. Ici, quel que soit le manœuvre, le chauffeur, les conducteurs des engins lourds, on est même pied égalité. On n'est pas bien payé, on n'est pas occupé. Vous me voyez, ni bavette, ni souci de sécurité, ni casque. Hein? Je quitte à presque à 27 km, plus que 28 km, à chaque jour 4 h du matin. Je rentre chez moi à 22 h, 23 h, parce que j'ai une famille à nourrir. Ici, il faut que le gouvernement guinéen pense à nous. Nous sommes des Guinéens. Ici, on est en train de faire le djihad sur cette route. Celui qui a construit la route, celui qui a fait mosquée, celui qui a creusé le puits, qui fait partie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son groupe. Des conditions de travail pénibles avec un salaire de misère. Ces ouvriers pointent du doigt les sous-traitants qui les asphycient. L'espoir est mince, l'avenir s'assombrit. Regarde mes yeux, je me réveille à 4 h du matin. Chaque matin, je rentre à 22 h, à 23 h. Hein? Et je te donne un exemple, la société qui est là. Les manœuvres prenaient 5 500 000. Manœuvre 5 500 000. Fin de contrat, tu peux faire quelque chose ou tu ne peux pas faire. Mais nous, on te donne 1 million. Avant 10 jours, tu commences à demander crédit. C'est moi qui est le premier conducteur RBC Kollenteng ici. Mais à l'heure là, je vais quitter ici, j'allais quelque part, mais je t'attends jusqu'à le travail finir là. Si moi gagné mon règlement là, si un Chinois il a travaillé le pareil là, moi je ne veux plus de travailler avec les Chinois là. Ça fait 4 ans, moi je suis là, je travaille avec les Chinois. Même un brique de la maison, je n'ai pas pu acheter. Et comment tu vas réagir dans ça? Il n'y a pas d'habillement, il n'y a pas le manger, il n'y a pas le prix de logement. Et tout ce sera payé. Les Chinois sont tous payés cela. Et les gens qui sont sur nous, les caprégis, sont là à manger les sous-traitances. Surtout les sous-traitances, c'est eux qui nous font fatigue. À Koya, nous avons rencontré cet autre diplômé sans emploi qui fait des travaux de manœuvre pour subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Mais les conditions de travail sont pénibles. Bon, nous travaillons tous les jours, même les dimanches, même les week-ends, nous travaillons. Pas de repos du tout. Donc vraiment, nos conditions ici sont difficiles. Mais que faire? Il n'y a pas de boulot dans le pays. Même si les conditions sont difficiles, on est obligé du tout de venir. Tous les jours. En tant que vous gagnez ici vous permet de joindre le debout? Non, pas du tout. C'est ce que je vous disais, que le salaire est maigre.